Vous connaissez sans doute un de ces acteurs qui bousculent les marchés de la banque et de l'assurance. Eh bien, c'est parti pour durer. La preuve ? Sur le marché des particuliers, des acteurs comme Revolut ou N26 ont déjà levé plusieurs centaines de millions d'euros. Ils visent tous les deux la conquête de 100 millions de clients en 5 ans. Irréaliste ? Pas si sûr. Les temps de passage en France sont déjà impressionnants. Il leur a fallu 4 à 6 fois moins de temps que les banques en ligne pour atteindre la barre des 500 000 clients. Sur le marché des entreprises, un nouvel acteur comme Stripe, porté par l'essor du commerce en ligne, vaut désormais la somme de 35 milliards de dollars. C'est plus que la Société Générale. Ce qui favorise l'essor de ces nouveaux acteurs, c'est d'abord l'allègement des contraintes. Ils s'appuient sur des agréments légers et s'épargnent ainsi la majorité des pressions réglementaires qui touchent les acteurs traditionnels de la banque et de l'assurance. Résultat, on compte aujourd'hui 19 néobanques en France, dont 13 se sont lancées depuis janvier 2017. Ensuite, ces nouveaux acteurs s'appuient sur les insatisfactions clients et créent des services optimisés sur des métiers précis. Une carte pour voyager sans frais, un crédit disponible dans la minute, un devis d'assurance habitation en seulement 5 questions. De plus en plus de clients sont multi-bancarisés et choisissent une banque en fonction de leurs besoins. Désormais, les clients disposent de beaucoup plus d'offres. Il est plus simple de comparer les différentes offres sur le marché et il est possible de changer de banque en quelques minutes grâce à la nouvelle réglementation. Le rapport de force entre les banques et les clients s'inverse progressivement. Dans un bras de fer avec la banque, c'est toujours le client qui gagne. Les acteurs de la banque et de l'assurance font donc face à un double enjeu. Proposer des services financiers aux nouveaux standards de qualité, faire évoluer les offres plus rapidement. Pour cela, une seule solution. Les banques doivent ouvrir leur modèle. Pour bien comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, revenons quelques années en arrière. Tout était simple. La banque maîtrisait la chaîne de A à Z. Elle fabriquait ses produits et les distribuait via ses conseillers dans ses agences à ses clients. À la fin du XXe siècle, à l'époque où les sites internet ressemblaient encore à ça, les banques ont permis à leurs clients de consulter leurs comptes sur le web. Au début des années 2000, une vague de nouveaux acteurs est arrivée sur le marché, avec une nouvelle façon de distribuer les produits. C'était les banques en ligne. Néanmoins, acteurs historiques ou banques en ligne continuaient de maîtriser la chaîne de valeur de bout en bout. Leurs produits sont distribués sur leurs canaux. Aujourd'hui, le secteur bancaire entre de nouveau en zone de turbulence. Les fintech, insurtech ou autres néobanques assemblent rapidement les meilleurs services internes ou externes pour proposer des offres répondant aux attentes de leurs clients. L'industrie est passée d'une logique de maîtrise d'une chaîne de valeur intégrée à une logique de plateforme ouverte. La valeur repose désormais sur la capacité à nouer des partenariats pour offrir aux clients les produits et les services adaptés à leurs besoins. Grâce à ce nouveau modèle ouvert, chaque acteur peut se connecter aux autres pour créer de nouvelles offres ou faire distribuer ses services financiers pour toucher les clients là où ils sont aujourd'hui. Dans le domaine des fintech, le partenariat entre l'agrégateur de comptes Bankin et YoMoney, le spécialiste de l'épargne en ligne, en est un exemple. Bankin joue le rôle de distributeur, YoMoney joue le rôle de fabricant. La promesse ? Aider les utilisateurs à booster leur épargne sans que ce soit contraignant. Comment ça fonctionne ? Bankin a une vue d'ensemble sur la situation financière de ses utilisateurs. Par exemple, il peut voir si de l'argent dort sur leur compte. Dans ce cas, le coach digital de Bankin notifie l'utilisateur, lui propose des informations pour bien gérer ses placements et lui présente le service de conseil de YoMoney. À partir de là, YoMoney prend la main sur l'interface de l'utilisateur, accède à ses projets et lui propose de souscrire un placement adapté à sa situation financière. YoMoney gère les placements et l'utilisateur peut suivre son budget et son projet d'épargne depuis l'application Bankin. Tout le monde y gagne. Bankin complète les fonctionnalités de son coach digital avec une proposition concrète de placement. YoMoney est immédiatement en capacité de s'adresser aux utilisateurs de Bankin, plus de 3 millions de personnes. Le client bénéficie d'une offre adaptée à ses besoins pour booster son épargne sans sortir de son application Bankin. Alors moi, il m'épate. Dans l'univers des professionnels, entre une banque ING Direct, un agrégateur de comptes Budget Insight qui récupère les données bancaires et une fintech américaine Kabbage qui met à disposition son outil de scoring et de décision. Tous les trois associent leurs expertises pour créer une offre de prêt aux PME. La promesse ? Réaliser une demande de prêt en ligne en seulement 10 minutes et une fois le prêt accepté, débloquer les fonds sous 48 heures. Ça fait plaisir. Comment ça fonctionne ? Le représentant de l'entreprise s'identifie et donne accès au compte bancaire de la société via l'agrégateur de comptes Budget Insight.
À partir des données des comptes, Kabbage analyse l'historique des transactions grâce à son moteur de scoring et détermine en temps réel la fiabilité de l'entreprise. La faisabilité du prêt est validée en temps réel. ING Direct envoie une simulation de prêt, récupère les pièces justificatives, le contrat signé et vire les fonds sur le compte de l'entreprise. Tout le monde y gagne. ING Direct peut prendre position rapidement sur le marché des crédits aux PME. Kabbage accède à la puissance marketing d'ING Direct. Les sociétés clientes peuvent bénéficier d'un accord de prêt professionnel en 10 minutes, débloqué en 48 heures. Maintenant, changeons de secteur. L'application Vinted rencontre un véritable succès avec plus d'1 milliard d'euros de transactions en 2019. La promesse, acheter et vendre ses vêtements d'occasion via l'application en toute simplicité et tranquillité. Comment ça fonctionne ? Vinted a compris que la sécurité était un frein dans la vente entre particuliers. Il a commencé par sécuriser la partie paiement. C'est là qu'intervient MangoPay, qui garantit des paiements fiables et rapides. Quand l'utilisateur achète un article, la somme est déposée sur le porte-monnaie virtuel Vinted, qui est en fait une application MangoPay. Dès que la réception de l'article est confirmée, le vendeur peut transférer son paiement vers son compte bancaire. MangoPay est complètement invisible pour le client. Tout le monde y gagne. Vinted se concentre sur la qualité de l'expérience client. MangoPay augmente son volume de transactions. Les clients vivent une expérience d'achat simple et sécurisée. Pour travailler ensemble, deux entreprises vont devoir se mettre d'accord sur tout un tas de critères. Le partage des bénéfices, leurs rôles et responsabilités, et comment circule l'information entre les différentes parties. C'est là qu'intervient l'API. API est un acronyme anglais qui veut dire Application Programming Interface. L'API fait l'interface entre une application, le demandeur, et un service. Le demandeur envoie une requête au service et obtient une réponse en retour. Dans l'API sont listées les différentes requêtes que le service peut accepter, les formats de données attendus, mais aussi les réponses possibles. Je vous ai perdu ? Faisons une analogie. Imaginez que vous êtes au restaurant, assis à votre table avec le menu où sont indiqués tous les choix possibles. La cuisine du restaurant est l'endroit où votre commande sera traitée. Ce qui manque, c'est le lien pour communiquer votre commande à la cuisine, puis apporter votre plat à votre table. C'est là qu'intervient le serveur, ou l'API. Le serveur est le messager qui porte votre commande et qui indique au système, ici la cuisine, ce qu'ils doivent faire. C'est le serveur qui rapporte ensuite la réponse, ici le plat, à votre table. Des réponses alternatives, des cas d'erreur, pourront être prévues. Par exemple, je n'ai plus d'anchois. Cette réponse demandera la transmission d'une nouvelle requête. Sélection non reconnue. Des anchois, vous savez, ces petits poissons sans tête très salés. Erreur programme, erreur programme. Maintenant que vous êtes en appétit, voyons un exemple réel d'utilisation d'API. Les API, vous en utilisez tous les jours, sans même vous en rendre compte. Vous utilisez certainement des sites comparateurs pour rechercher un vol. Comme au restaurant, avec le menu, vous allez indiquer parmi une liste de choix possibles les villes de départ et de destination, les dates d'aller et de retour, si vous voyagez en économie ou en classe affaires. Ces données seront ensuite envoyées via le système du comparateur à tous les sites de compagnies aériennes qui communiquent via API. Instantanément, le comparateur indique les vols correspondant à votre demande. En permettant aux acteurs de se brancher ensemble plus rapidement et d'échanger en temps réel, les API ont permis l'essor de l'open banking. Les acteurs les plus avancés dans leur transformation ont développé tout un éventail d'API. Imaginons que vous vouliez déménager. Votre premier réflexe, c'est d'aller voir les annonces, sur SeLoger.com par exemple. Eh bien, vous n'êtes pas le seul. SeLoger.com enregistre 10 millions de visiteurs chaque mois. On voit bien l'intérêt pour un acteur qui propose du crédit immobilier de se brancher avec eux. Le SeLoger.com de Singapour s'appelle Property Guru et ils aident 5 millions de personnes chaque mois à trouver un logement. C'est là qu'intervient notre premier exemple de champion, la banque DBS. Grâce à ses services, sous forme d'API, chaque client peut savoir s'il est en capacité de s'offrir l'appartement de ses rêves. Et en plus, double avance. Mais ce qui me fait peur maintenant, c'est le prix. Property Guru peut personnaliser la navigation de ses internautes en lui proposant des biens en fonction de ses capacités de financement. Mais DBS va encore plus loin. Il propose plus de 150 API sur un portail dédié pour de la consultation de comptes, des virements, des programmes de fidélité, des analyses de comportement bancaire et bien d'autres fonctions. Avec ce portail d'API, DBS a déjà noué une 50aine de partenariats. Même McDonald's utilise leur solution pour leur application mobile. Plus près de chez nous,
la banque espagnole BBVA a fait de l'open banking sa stratégie de croissance. La grande ambition du groupe est de devenir une banque aux milliards de clients. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Pour atteindre une telle échelle, BBVA estime que les réseaux de distribution traditionnels ne suffisent plus et que la solution consiste à s'appuyer sur des partenariats. Son portail d'API, déployé en 2017, offre des solutions clés en main d'infrastructures bancaires déjà utilisées par une multitude d'entreprises, startups et fintech. Un de ces partenariats marquants est celui qu'il lance au Mexique avec Uber, à destination des conducteurs de VTC. Le quotidien d'un conducteur Uber tourne autour de l'application. BBVA propose des services de compte bancaire, de paiement et de crédit directement depuis l'application Uber. Les conducteurs ont accès à une banque directement dans leur application de travail. Pour Uber, c'est l'opportunité d'accroître la fidélité de ses conducteurs de VTC. Pour BBVA, ce sont de nouveaux clients sans effort commercial. Auparavant, les clients accédaient aux données de leur compte uniquement via les interfaces de leur banque. Et puis des acteurs ont proposé de nouveaux services en agrégeant les données de leur compte. Il suffisait aux clients de donner leur identifiant et mot de passe. Et tout ça sans l'accord des banques. La DSP2, elle, est venue poser un cadre réglementaire sur les comptes de paiement. Les données appartiennent désormais aux clients. La réglementation oblige les banques à les partager de manière sécurisée via des API quand le client le souhaite. Côté client, la DSP2 va permettre de normaliser l'accès à certains services de manière pérenne. Gérer son budget personnel, par exemple, préparer sa succession, payer en ligne sans renseigner ses coordonnées bancaires. Le client va pouvoir accéder à ces nouveaux outils dans un environnement sécurisé. Côté prestataire de services, la DSP2 permet l'accès aux données du client. Par exemple, pour faire des propositions ultra personnalisées ou réduire le risque de solvabilité du client. En revanche, pour les acteurs historiques, une page de leur monopole sur les données s'est définitivement tournée. Attention cependant à ne pas voir la DSP2 comme une contrainte réglementaire uniquement. En effet, la DSP2 est la première pierre de la création d'un écosystème de services financiers. Les acteurs historiques doivent trouver leur place dans ce nouveau modèle où concurrents d'hier peuvent devenir les partenaires de demain. Les frontières du secteur financier s'ouvrent, de beaux défis en perspective. Pour la banque, l'open banking est un formidable défi, mais ce sont aussi des super opportunités. Reprenons notre modèle. Côté distributeur, on l'a vu, l'enjeu est de fidéliser et d'attirer des clients alors qu'une nouvelle forme de concurrence, axée sur l'expérience utilisateur, fait rage. Que ce soit pour les réseaux d'agences ou pour les banques en ligne, le défi est d'offrir une expérience client au niveau des meilleurs standards du marché. On voit bien que tous les acteurs traditionnels réfléchissent à leur modèle de distribution pour proposer à leurs clients le mix physique-digital qui leur convient le mieux. L'offre doit aussi évoluer. Tout part du client. Pour le satisfaire, les banques étendent leur gamme de services en faisant appel à des acteurs internes ou externes, financiers ou autres. Le but est de répondre rapidement aux attentes des clients, quitte à travailler avec un fournisseur concurrent. Les modèles les plus aboutis en termes d'offres et d'expérience, qu'ils soient physiques, digitaux ou mixtes, ont pu démontrer la pertinence de la démarche open banking avec des acquisitions massives de nouveaux clients. Côté fabricant, sur le paiement, le crédit, en IARD, en santé ou encore en assurance vie, l'enjeu est d'avoir accès à un maximum de clients. En effet, ceux-ci utilisent des produits financiers via de nouveaux distributeurs, parfois non bancaires. Aujourd'hui, aux États-Unis, les conducteurs de voitures Tesla ne souscrivent plus d'assurance auto. Celle-ci est incluse avec la voiture et c'est même 30% moins cher. C'est pour le moment encore anecdotique, mais on voit bien l'avantage pour le client. Ce type d'exemple pourrait vite se multiplier à l'avenir. Du coup, pour les fabricants, l'enjeu est de s'adapter à ces partenaires qui ne connaissent pas toujours les métiers de la banque et de l'assurance, en leur proposant des services pertinents via des API. Enfin, côté client, l'open banking est une bonne nouvelle. Il bénéficie de cette concurrence accrue avec des offres et des expériences clients enfin à la hauteur de ce qu'il connaît dans d'autres secteurs qui ont connu leur évolution avant la banque, comme les voyages, les transports ou la musique. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui regrette la manière dont ces secteurs fonctionnaient il y a encore quelques années.